Je crois que une des questions de la nature en ville, c'est ce que j'appellerais la ville responsable, c'est-à-dire de se dire, si on accueille la nature en ville, c'est dans une vision à long terme qui dépasse à la fois dans le temps et dans l'espace le strict périmètre de la ville. Et alors on introduit à travers ça cette notion de responsabilité en ce sens que on propose à la nature ou à certains de ses composants de coévoluer avec l'homme. Et ce n'est pas anodin. Je prends un exemple. On sait aujourd'hui que les moustiques des métros, que ce soit à Londres, à Paris ou autres, eh bien, sont désormais génétiquement pratiquement séparés de leurs cousins champêtres parce qu'effectivement, ils ont adopté une biologie qui leur est propre et qui fait que s'ils repartaient à l'extérieur, eh bien, il ne durerait pas longtemps. Donc, d'une certaine manière, on peut avoir plus ou moins de sympathie pour les moustiques, mais ça pourrait être vrai pour d'autres espèces. Eh bien, on a fait évoluer les moustiques d'une manière que la ville est devenue piège pour eux, en tout cas qu'ils deviennent dépendants de cette ville. De même, quand on parle des changements climatiques et que l'on sait que les espèces devront migrer éventuellement vers le nord, plus ou moins rapidement, on voit bien que certaines villes seront des villes barrières et que, par exemple, des arbres forestiers qui voudraient migrer de la forêt d'Orléans à la forêt de Compiègne vont tomber sur un mur de béton de l'agglomération parisienne qui fera que... Bon. Et donc, ça pose la question, effectivement, des continuités de la nature au sein des villes et de la compréhension de qu'est-ce qui fait qu'une espèce et quels sont ses... j'aime pas le terme exigence, mais ses besoins à elle pour effectivement habiter la ville, mais aussi pouvoir ne pas en être totalement dépendant. Je prends un exemple, on sait très bien que pour des raisons architecturales diverses, on aime bien les façades lisses. On sait très bien aussi que quelques petites infrastructures dans des murs, qu'on voit par exemple dans des vieilles maisons qui ont été avec des pierres un peu mal jointives, sont de vrais délices pour toute une faune d'insectes dont certains peuvent être utiles. Question qu'on peut se poser, finalement, a-t-on vraiment besoin d'avoir des murs lisses sur toute leur hauteur? Ne peut-on pas imaginer que dans certaines parties du mur, eh bien, on ait des lieux qui puissent abriter cette faune et lui permettre effectivement de s'habituer à la ville? Donc il y a toute une réflexion qui, tout en étant nécessairement anthropocentrique, c'est-à-dire vue par l'homme, eh bien, nous oblige à dire finalement ces espèces auxquelles on propose de coévoluer avec nous, eh bien, essayons de les connaître un peu plus et de voir effectivement, disons, comment on peut contribuer à ce qu'elles continuent à évoluer et éventuellement à quitter un jour la ville. Le grillon du métro, qui est souvent chanté, c'est le cas de le dire, cet animal avait pris l'habitude d'être assez amateur de fumeurs. Parce qu'effectivement, les mégots de cigarettes étaient une ressource alimentaire qu'on sous-estime, mais qui était importante pour lui. Alors effectivement, les campagnes de lutte contre le tabac ont une tendance un peu paradoxale par rapport aux grillons. Et donc la question de dire finalement, est-ce qu'on veut conserver les grillons du métro? Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les gens à fumer, mais quelles ressources alimentaires on va lui apporter? Je crois que c'est effectivement des gens qui vont être très attachés à cela. De même, le fait de nourrir ou non les oiseaux en hiver, le fait qu'il y a des gens qui se disent c'est une bonne chose et qu'on leur explique en fait que c'est un peu un piège parce que ça rend les oiseaux très dépendants à la limite des périodes de grand froid. Donc il faut effectivement essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on sait, avoir parfois des surprises. Par exemple, la reconquête des villes par les faucons qui avaient pratiquement disparu s'est faite à une vitesse que les naturalistes ne soupçonnaient pas. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte qu'un petit facteur limitant va faire très vite basculer une espèce depuis une situation très dégradée jusqu'à une situation où elle revient, voire où elle devient effectivement surabondante. Et donc, il faut sans cesse effectivement observer, communiquer, et puis ensuite que les gens puissent faire leur choix d'une autre manière. Je prends un autre exemple qui est ce qu'on appelle l'arbre à papillons, le Buddleia. Il se trouve aujourd'hui qu'on la classe dans les espèces envahissantes, mais qu'un certain nombre de citadins disent mais quand même au printemps, quand ils sont en fleurs, on voit énormément d'insectes, de papillons, et c'est extrêmement joli. Bon.
Je pense qu'en ville, le caractère envahissant du buddleia, on peut quand même le contrôler à peu près. C'est quand même pas une plante qui, du jour au lendemain, va se retrouver dans les cages d'escalier. Donc effectivement, le fait de dire, bon, ben, même si les naturalistes ont dit qu'il faudrait éviter d'avoir telle ou telle plante, il faut aussi avoir un peu une décontraction sur des diversités de représentation. Et ce qui me semble important, c'est que cette nature en ville soit un objet certes de discussion, mais de construction sociale aussi. Autrement dit, autour de la question « qu'est-ce qu'on fait pour la nature en ville ?», il y a un espace de socialisation, d'échange, de confrontation éventuellement de qu'est-ce qu'on a dans la tête, mais avec une vision effectivement qui est que chacun a sa conception et qu'on construit ensemble notre vision de la nature en ville. Les naturalistes, par rapport à ça, je crois que leur rôle, c'est de dire, ben, vous savez, telle espèce, on sait qu'elle a besoin de tel territoire pour avoir un effectif suffisant pour pouvoir se reproduire ou de telles ressources, mais ils n'ont pas à dire nous devons absolument conserver telle ou telle espèce plutôt que telle autre. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision très ouverte de cette nature en ville. Et si on va au-delà de la nature vivante et qu'on prend aussi l'ensemble, le sol, l'eau, etc., on voit bien que rendre la ville sensible, permettre effectivement à ceux qui l'habitent de temps en temps de voir qu'est-ce que c'est que, par exemple, le vrai sol sur lequel s'est construite une ville, se rappeler, par exemple, que dans Paris, eh bien, dans les gypses de Montmartre, eh bien, il y a eu toute l'histoire des fossiles qui ont créé la paléontologie, donc qui ont montré effectivement toute cette vie qu'il y avait sous nos pieds avant que l'homme s'installe. On peut donner, en rendant cette nature sensible, donner à la ville une profondeur historique et qui peut contribuer au plaisir de se l'approprier et de l'habiter. Un des enjeux, je vois, c'est de ne pas faire des villes autistes, c'est-à-dire des villes qui ne se rendent pas compte qu'au-delà de leur périmètre visible, physique, elles influencent de fait un territoire beaucoup plus grand et parfois lointain. Autrement dit, on parle beaucoup aujourd'hui de l'empreinte écologique, c'est-à-dire de tout ce que l'on consomme à travers le monde pour faire vivre un endroit donné, un pays donné. Et c'est vrai que ces villes qui vont être un lieu d'habitation pour énormément de gens demain, effectivement, vivent en puisant dans une surface beaucoup plus grande toute une série de ressources et en ayant parfois même aussi des impacts en exportant un certain nombre de nuisances. Et donc cette question que j'appelle aussi la ville responsable, c'est-à-dire de prendre compte que même si la ville, pour nous, c'est un espace bien fermé, eh bien, on pense effectivement à cette influence qui d'ailleurs pourrait être aussi positive. Autrement dit, la ville peut aussi exporter des éléments de bien-être vers l'extérieur. Mais effectivement, ma crainte serait de voir des bulles, des villes autistes qui se referment sur leur bien-être interne, politiquement, idéologiquement, psychologiquement, sans penser en fait qu'elles ne sont que parfois la partie visible d'un iceberg et qu'elles irriguent, encore une fois positivement ou négativement, des espaces beaucoup plus grands. Pensons aussi effectivement à l'importance des populations migrantes dans les villes et effectivement de ce fait de tous les liens qui se tissent. On dit souvent, par exemple, que Montreuil est la deuxième ville du Mali ou Montparnasse est la première ou la deuxième ville de Bretagne, etc. On prend souvent ces exemples pour situer à quel point, effectivement, à quel point la ville devient quand même une ressource, un élément de référence pour des territoires beaucoup plus vastes. On dit aussi qu'une des plus grandes forêts françaises, c'est la forêt de papier de l'agglomération parisienne, c'est-à-dire que pour faire effectivement des produits forestiers, on peut prendre soit des vrais bois de forêt, soit des produits de recyclage issus des papiers, des cartons et autres, et que la forêt urbaine de Paris est une des très grandes forêts françaises. Donc vous voyez qu'il y a des relations très complexes entre la ville et puis tout son environnement.